Bonjour, je reviens d'une journée organisée par le CRIF, le Conseil représentatif des institutions israélites juives de France, qui s'est tenu au Palais des Congrès, à Paris. Et c'est toujours l'occasion de réflexion. Et puis j'ai également discuté avec des amis sur le programme socialiste. Et j'ai également parlé un petit moment avec Alain Touraine lors de cette convention du CRIF. Alors, je voudrais revenir sur la notion d'impérialisme, notamment. On a tout fait pour démolir la problématique impérialiste, et c'est un peu normal. Souvent, la science se met au service de certains intérêts politiques. La France et l'Angleterre ayant eu des grands empires coloniaux, il était de bonne guerre de montrer que c'était quelque chose de dépassé et qui ne faisait plus sens de nos jours. Et tout ça n'est pas du tout innocent, comme vous l'imaginez. Par exemple, quand j'ai parlé d'impérialisme et de ce que j'appelle le roman impérial, le fait d'assumer un passé impérial, un ami socialiste, il m'a dit, nous sommes en 2016. Ça voulait dire, entre les lignes, que c'était plus d'actualité. Comme si les acquis, les réalisations du passé étaient à mettre, n'étaient plus à considérer à l'actif des sociétés concernées. Et je lui ai répondu que les marques de la colonisation, les marques de la conquête, les marques de l'occupation perduraient bien au-delà du temps de la conquête et de l'occupation. Et il a convenu avec moi que, en effet, notre passé était le présent, en quelque sorte, des régions concernées. La notion d'espace, la notion d'un empire implique de repenser complètement une notion d'espace-temps. Alors les notions d'espace, on comprend quelque part, parce que ça veut dire que les frontières sont beaucoup plus souples, beaucoup plus poreuses qu'on ne voudrait bien le dire, et que on ne peut pas en rester à une idée sur laquelle chaque État a ses bonnes petites frontières, et que voilà, nous avons tous nos frontières. Non, il y a des États qui ont une vocation supranationale beaucoup plus grande que d'autres. Et une des impostures de l'Union européenne, c'est d'avoir refoulé cette réalité, cette vérité. Et de mettre sur le même plan des États qui n'ont absolument pas du tout la même envergure et la même stature. C'est presque comique d'ailleurs de penser que les petits États baltes, par exemple, sont au même niveau que l'Angleterre ou la France, héritières et ayant réalisé des empires remarquables au cours de leur histoire. C'est à mon avis une des failles de l'Union européenne. Cette erreur n'a pas été commise d'ailleurs par l'ONU, puisque l'ONU a conservé au Conseil de sécurité, depuis sa création, la France et l'Angleterre. Et pourquoi? Parce que tout simplement, en effet, ce sont des empires. Et lors de la création de l'ONU, c'était des empires. Et depuis, ces empires ont pris une autre forme, mais ils n'ont pas disparu. Un empire ne disparaît pas. Parce qu'un empire, c'est une réalité socio-historique, culturelle, linguistique, qui ne disparaît pas sous prétexte que
il y a eu des changements juridiques, que les choses ne sont plus dans le même cadre qu'avant, etc. Il faut distinguer la réalité et le discours juridique, institutionnel. Ce sont deux choses différentes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité. Alors, donc si l'espace doit être reconsidéré, c'est également le cas du temps. C'est-à-dire que, de même que l'espace n'a pas la même fonction au regard de la problématique impériale, le temps non plus n'a pas la même fonction au regard de la problématique impériale. C'est-à-dire que les critères de délimitation spatio-temporelle ne fonctionnent pas de la même manière dans le cadre des phénomènes impériaux, que j'aurais tendance actuellement à appeler des phénomènes d'imprégnation. L'imprégnation, c'est quelque chose qui peut se perpétuer bien au-delà de la présence. La présence n'est pas une nécessité, n'est pas une condition nécessaire pour mettre en évidence un pouvoir, une influence, un rayonnement. Donc, si on assume pour la France demain une véritable identité impériale, il faudra passer outre un certain nombre de limitations, tant d'espace que de temps. Et par conséquent, percevoir et appréhender le phénomène français selon des critères qui sont adéquats, qui sont appropriés. Et ne pas vouloir le faire entrer, ce phénomène, dans ce qu'on appelle le lit de Procuste, c'est-à-dire dans un carcan spatio-temporel qui n'est pas le sien, qui n'est pas convenable, qui n'est pas concevable même. Donc le XXIe siècle, au regard de ce que je viens de dire, devrait repenser les notions en géopolitique, les notions d'espace-temps. D'ailleurs, on l'a vu avec la création de l'État d'Israël, je dis en passant, mais c'est vrai que le passé joue, le passé pèse, même à travers des millénaires d'histoire. Ce qui s'est passé a eu lieu, et ça a laissé son empreinte, et ça a fait l'objet d'emprunts. Donc, voilà un point que je voulais régler. Et l'autre point, et d'ailleurs M. Touraine m'a rappelé, heureusement, que la politique de colonisation avait été défendue par la gauche pendant un demi-siècle. C'est-à-dire pendant la première partie du XXe siècle, probablement. Puisqu'après nous tombons en France sous la Ve République. Et, bon, donc, et n'oublions pas aussi que nos interventions en Afrique ne sont pas sans rapport avec le passé impérial de la France. Je pense notamment au Mali, mais il y a eu tellement d'autres exemples. On l'appelle la France-Afrique, je crois. On peut parler de néocolonialisme, d'ailleurs, pourquoi pas. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ou un néo-impérialisme. Pas avoir peur des mots. Je veux dire par là que la gauche n'est pas sans rapport avec le principe de la colonisation. Le principe de la colonisation qui a un côté tout à fait positif. Depuis l'époque de la Révolution française, qui a effectivement, elle aussi, à sa façon, colonisé. Condition de ne pas restreindre la notion de colonie d'outre-mer. Elle a exporté, elle a voulu étendre ses frontières, précisément. Et l'extension des frontières, c'est bien un trait majeur de l'impérialisme. Et quand elle revendique aujourd'hui ce passé, c'est aussi une forme d'impérialisme, c'est-à-dire c'est une façon de dire
Mais voilà ce que nous avons fait, et voilà ce qui reste, voilà ce qui a perduré. Je propose à la gauche de se réapproprier la notion d'empire, et je propose à la gauche aussi d'assumer cette notion de laïcité qui est liée à la notion d'empire pour moi. Car quand il n'y a pas de diversité au sein d'une société, il n'y a pas vraiment de raison qu'il y ait un État, et il y a encore moins de raison de parler d'un empire. Donc, la notion de communauté, de diversité, de multiculturalité, est une notion que la gauche doit se réapproprier par opposition à la droite, aux droites qui, elles, parlent de l'Hexagone, parlent de la France dans des limites historiques et géographiques beaucoup trop étroites, étriquées, qui parlent de l'unité de la France, de l'intégration des immigrés et des diverses communautés, alors que la laïcité, c'est au contraire le rôle, ça veut dire que l'État a fonction, a vocation, a mission à faire coexister et faire supporter et faire vivre cette diversité. Donc, multiculturalité absolument, est liée et étayée et sous-tendue par la notion d'impérialisme, même si le mot impérialisme, vous savez, moi je n'ai pas peur des mots, si ce mot impérialisme vous gêne, vous pouvez en mettre un autre. Alors j'ai parlé d'imprégnation, je pense qu'on ne peut pas complètement tourner autour du pot. La France, jusqu'à la fin des années 50, avait un empire, on parlait d'un empire. Après, De Gaulle a voulu parler d'une communauté. Bon, mais ce sont des empires. Les empires sont un élément, font partie du patrimoine de l'humanité. Les grands empires sont les grands acteurs de l'histoire. Et la France est un grand empire. Et ce n'est pas parce que l'Union européenne ne la fera pas abandonner cette idée d'empire. Et ce sont ceux qui sont les adversaires de la France qui diabolisent la notion d'empire. Parce que tout simplement, ils veulent, depuis notamment l'affaire de Suez, où on dit souvent que ça a été un peu le crépuscule des dieux des empires britanniques et anglais et français, et qu'après la France a renoncé à cette démarche, et en 1957, elle a signé le traité de Rome. Et De Gaulle est arrivé juste après d'ailleurs. Et il a liquidé l'Algérie. Et il a liquidé l'Empire, quelque part. Et donc en 60, à partir de 60, l'Empire n'existait plus, l'Empire français n'existait plus. En réalité, il existait. Il a toujours existé, il n'a jamais cessé d'exister. Par la langue, par tout ce qui a été organisé, tout ce qui a été construit, tout ce qui a été édifié dans ces différents pays. Tout ça n'a pas disparu. Donc ceux qui disent que ça a disparu, ceux qui disent aussi que la langue française est limitée parce ils ont des critères d'appréciation de la langue française qui sont simplement liés au fait de parler le français, alors qu'il faudrait considérer aussi l'importance des mots français, quelles que soient les significations, quelle que soit leur prononciation, les mots français dans les différentes langues. Et là, on s'apercevrait que les mots d'origine française sont les plus employés au niveau international, même si ce n'est pas la langue française, la morphologie, la grammaire française qui les articule. Donc il y a une cabale, il y a une conspiration contre la France, une façon de diaboliser les mots mêmes qui donneraient à la France une certaine force, une certaine puissance, une certaine hégémonie, et c'est contre cela qu'il faut se battre. Et pour terminer, je dirais effectivement que de toute façon, la question de l'immigration, la question de l'islam en France, elle est directement la conséquence de la politique impériale de la France dans cette région depuis 1830, si on veut, depuis la conquête de l'Algérie, pour ne pas parler d'autres aspects de l'Empire français, comme par exemple le Chinatown à Paris et ailleurs, et la conséquence de la colonisation française en Indochine, c'est une évidence, à l'époque notamment de Jules Ferry, le Tonkin,
Et là, nous sommes justement à côté de la rue Bobillot, qui est une des rues qui parle de la petite Italie, et qui célèbre la mémoire d'un certain sergent Bobillot qui est mort à la vingtaine, au Tonkin. Voilà, en passant comme ça. Et là aussi, il ne faut pas se laisser euh, hypothéquer, miné par un certain nombre de considérations sémantiques. Et en ce sens-là, la France et l'Angleterre sont sœurs, quelque part. Elles ont toutes les deux suivi des voies impériales. Elles ont toutes les deux rayonné et continuent à le faire. Avec ce petit détail, c'est que, effectivement, l'anglais est une langue qui a été colonisée de facto par le français.